avec les participants avant de lancer officiellement ce webinaire. Donc nous attendons, la salle est en train de se remplir. Bienvenue à tous. On attend encore quelques secondes, le temps que les participants soient là. On s'assure que techniquement tout est bon, que la connexion est bonne. Donc bonjour aux participants qui sont en train de nous rejoindre petit à petit. Bonjour. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut démarrer, il est l'heure, 17h30. On démarre et les retardataires vont nous rattraper petit à petit. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, le deuxième, organisé par Bourse News et EFIS Partners autour des impacts du Covid-19 sur les secteurs banque et assurance. Dans le premier webinaire, on s'était intéressé aux impacts sur les directions systèmes d'information qui étaient les premiers à être touchés, impactés par la crise et l'organisation qu'elle a demandé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un secteur assez particulier, assez pointu. Et on verra que les impacts potentiels et réels peuvent être nombreux et intéressants à analyser. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Philippe Vial, qui est directeur général de la Marocaine Vie. Philippe Vial, bonjour. Bonjour à tous. Merci Enchanté. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un acteur de référence dans l'assurance. La Marocaine Vie est un acteur de référence depuis plusieurs années. Vous êtes spécialisé dans cette activité-là, donc vous couvrez tous les domaines d'activité. On en parlera juste avant de démarrer, que vous nous présentiez un tout petit peu la Marocaine Vie, un peu sortir de quelques clichés qu'on avait sur la Marocaine Vie. Moi-même, j'en avais, et vous m'avez expliqué tout cela en préparant l'émission, ou plutôt le webinaire. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et avec moi également pour animer cette conférence et apporter quelques éléments de benchmark, M. Younes Araqi Husseini du cabinet EFIS Partners, qui est également co-organisateur de ce webinaire. Messieurs, bonjour. Bonjour Adil, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Younes, enchanté. Alors, encore une fois, je souhaite la bienvenue aux participants qui sont avec nous et n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat, des questions que nous n'hésiterons pas donc à poser à Philippe Vial qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour un témoignage à chaud. Il faut le dire parce que nous sommes encore en pleine crise, donc c'est un témoignage à chaud sur les impacts de la crise. Alors, dites-nous, tout d'abord, parlez-nous un peu de la Marocaine Vie. Quelles sont vos activités? En préparant l'émission, je croyais que vous étiez 100% en banque assurance. Vous m'avez expliqué que la distribution directe faisait également partie de vos canaux de distribution. Donc, parlez-nous un peu de la Marocaine Vie, comme ça on explique. Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, on fait 68% de notre chiffre d'affaires via les réseaux du groupe, hein, que ce soit Société Générale Maroc ou ICDOM. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même un tiers environ de notre chiffre d'affaires qui est réalisé soit en direct. Nous avons des clients en direct, essentiellement corporate, mais aussi des clients privés, soit via des partenaires externes, donc des courtiers, des agents en deuxième niveau. Voilà, donc c'était la marque de fabrique initiale de la Marocaine Vie d'ailleurs, hein, qui a été créée en 1977 par un groupe d'investisseurs marocains et donc qui a été racheté en 2001 et réorienté à ce moment-là vers la banque assurance. Donc on a aujourd'hui, à la fois en termes de distribution, mais aussi en termes d'offres et de clientèle, une palette assez large qui couvre l'ensemble des offres en matière d'assurance vie, que ce soit la retraite, l'épargne, la prévoyance individuelle et collective, l'assurance emprunteur et la santé. Très bien. Alors, on aura l'occasion de voir quels sont les impacts actuels de la crise sur ces différents métiers, puisque vous couvrez toutes les activités de l'assurance vie. Mais avant, dites-nous un peu comment vous avez vécu le début de cette crise sanitaire, comment vous avez organisé, comment les équipes se sont organisées, comment vous avez fait avec votre clientèle. Ouais. Bah, écoutez, comme vous le voyez, ça fait à peu près 3 mois que je ne suis pas allé chez le coiffeur, donc ça a laissé quelques impacts. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'on a été assez surpris par
l'ampleur de cette crise et aussi les décisions très rapides qui ont été prises par l'administration. Et ce n'est pas un reproche, bien au contraire de ma part. On avait créé une cellule de veille au niveau du pays, hein, donc des différentes entités du groupe Société Générale au niveau du pays, qui est alimentée aussi par les autres entités d'assurance du groupe. Donc, ça nous a donné un petit coup d'avance peut-être. Et dès mi-mars, on a mis en place une cellule de crise spécifique à la Moroccan Vie et déclenché un plan de continuité d'activité qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait prévu, enfin, comme la plupart des entreprises au Maroc, hein, et qui a tourné autour de 3 points clés. Le premier, c'est la protection de nos collaborateurs. Le deuxième, c'est la protection de nos clients. Et le troisième, c'est la préservation de notre activité, de notre rentabilité. Donc, dans le premier, il a fallu mettre en sécurité d'abord les personnes à risque. On a beaucoup travaillé avec le médecin du travail là-dessus. Mettre en place des mesures sanitaires de prévention dans les locaux, communiquer, former, sensibiliser. Et aussi, surtout, mettre en place le télétravail, parce qu'on passait d'une capacité quasi nulle, hein. Et donc, il a fallu à la fois au niveau IT, au niveau hard comme soft, au niveau managérial, au niveau RH, nous organiser pour mettre en place une activité de travail à domicile. Et aujourd'hui, on est quasiment à 100% de notre potentiel télétravaillable. Très bien. Voilà. Les activités économiques au Maroc reviennent petit à petit. Est-ce que c'est le Oui. cas pour vous? Est-ce que vous êtes encore en télétravail? Alors, on est encore pour partie en télétravail, c'est-à-dire qu'à vrai dire, on n'a que très peu de gens qui sont full-time. On a environ une quarantaine de personnes. La plupart de nos collaborateurs passent au moins un jour par semaine au bureau. Et on va rester sur ce rythme encore pendant quelques jours, le temps de voir quelles sont les mesures administratives et comment va évoluer l'épidémie. Très bien. Alors, je ne sais pas, Younes, vous avez également accompagné quelques-uns de vos clients par rapport à leur plan de continuité d'activité. On a vu celui de la Moroccan Vie, plutôt fluide et avec de l'anticipation. Est-ce que vous avez eu le même vécu avec vos autres clients assurantiels pendant cette période? Effectivement, Adil, donc, comme l'a bien souligné Philippe, la crise a été caractérisée par une certaine brutalité. On est effectivement, avec les clients, rentrés dans un mode très vite de gestion de crise, avec comme priorité, numéro un, la continuité de service. Donc, les assurances et les compagnies ont pris leurs dispositions, justement pour assurer le télétravail, pour les postes qui le permettent, et tout en renforçant le lien avec les clients à travers que ce soit le CRC, le réseau d'agences et les réseaux bancaires, pour le cas de la banque assurance. Et ils ont même exploité, disons, WhatsApp pour certains process, comme le process santé, par exemple. Maintenant, pour compléter un petit peu le propos de Philippe, effectivement, d'un point de vue business et métier, l'impact sur le secteur de l'assurance, il a effectivement été touché, comme l'ensemble des secteurs, mais il est, disons, protégé par son modèle économique pour deux choses simples, à mon avis. Donc, premièrement, parce que les cotisations sont majoritairement perçues à échoir, et deuxièmement, parce que, effectivement, dans le cas de cette crise, les polices d'assurance disposent souvent de clauses d'exclusion de garantie en cas de pandémie. C'est pas le cas du Maroc, heureusement. Bon, il y a quelques exceptions comme en Suisse par exemple, mais c'est loin d'être le cas au Maroc. Après, il y a effectivement dans le domaine de l'assurance le fait qu'il y ait les règles de SVR, de solvabilité, notamment au Maroc, mais de solvabilité 2 en Europe, qui contribuent justement à la résistance du secteur, notamment à travers tout ce qui est provisionnement des capitaux et tout ce qui est évaluation par stress test à partir des cartographies et scénarios de risque. Donc voilà, sur l'impact business, au-delà de la gestion en interne, tous ces mécanismes-là permettent non seulement de renforcer la maîtrise, en tout cas à court terme, des projections financières, mais aussi de prévoir des actions correctives ou de compensation. Et ces mécanismes-là ont été pleinement exploités par les directions risques des assureurs pendant cette crise.
Très bien. Sur le modèle relationnel, l'exemple de la Marocaine fille, hein, c'est que en fait, nous avons assez rapidement et sur une base complètement empirique mis en place en fait un modèle relationnel adapté au-delà du téléphone et de l'accueil physique et du courrier, avec des boîtes génériques de messagerie. Et aujourd'hui, en tout cas encore plus au cœur de la cible, on a eu en moyenne 60% des demandes de souscription qui sont passées de manière complètement digitalisée et 80% de nos demandes de prestations, y compris les demandes de remboursement santé, par exemple, de prise en charge. Donc ça a été relativement apprécié. Et on a mis en place d'ailleurs des NPS à chaud pour vérifier quelle était la perception de la clientèle. Au niveau offre, on a, bien que ça soit en exclusion dans nos contrats, on a étendu la couverture santé à la pandémie, hein, au Covid. Et on a proposé aussi aux clients qui étaient en difficulté de trésorerie de reporter leur prélèvement d'assurance. Donc, Très bien. pendant 3 mois. Ce n'étaient pas des mesures de place, c'était des mesures propres Non. à la Marocaine Vie. Très bien. Mm. Très bien. Alors, L'extension couverture santé, c'était une mesure de place. Mais par contre, les décalages, les reports de prélèvement, c'était une mesure spécifique. Ouais. alors dites-nous, Philippe Vial, au début de cette pandémie, de cette crise, il y a eu des paniques, on l'a vu, les gens se demandaient qu'est-ce qui va se passer, etc. On aurait eu l'impression de l'extérieur, et vous allez nous confirmer ou pas, que les demandes de rachat sur les produits d'épargne allaient exploser pendant cette période, d'autant plus que dans un communiqué de presse sur les règles prudentielles fait par la CAPS, le régulateur du secteur avait évoqué des tensions de liquidité qui n'étaient pas alarmantes, mais qui commençaient à se mettre en place dans le secteur. Donc, le communiqué était plutôt rassurant. Chez vous, chez la Marocaine Vie, est-ce que vous avez remarqué des tensions particulières sur la collecte? Est-ce qu'il y a eu des rachats importants? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le comportement des gens? Mm-hmm. Alors, plusieurs choses. Déjà sur la retraite, qui est quand même une activité importante pour nous, puisque c'est 30% de notre collecte épargne, et principalement en direct avec des clients corporate ou des salariés qui nous font confiance et placent leur retraite complémentaire. On a eu une collecte qui était au même niveau que l'année dernière. Et pas de rachat, pas de mouvement de rachat particulier. Donc, on a été très agréablement surpris parce que ça confirme qu'il y a des fondamentaux, que le public, on va dire, que marocain est en train d'évoluer vers effectivement des besoins de constitution d'épargne à long terme sur la retraite. Sur l'épargne programmée, à l'inverse, un mouvement un petit peu différent, pas mal de suspensions de programmes de versement, puisqu'en fait, l'épargne programmée, son principe, c'est que vous fixez un rythme, hein, tous les mois, les trimestres, etc. Et il y a des prélèvements automatiques. Donc, on a eu pas mal quand même de suspensions de programmes de versement. Donc là, on se situe plus dans un retour client qui nous dit c'est mon épargne à long terme, mais elle est quand même un peu de précaution. Et sur la clientèle sur les contrats patrimoniaux, par contre, qui sont plus en versement libre, on est un peu en dessous de l'année dernière, mais sans grande inquiétude sur la collecte. D'autant que l'année dernière, on avait quand même fait une très très bonne année, puisqu'on a fait plus 28%. Et avec des rachats qui sont même plus faibles en nombre que ceux de l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu de panique particulière, hein, juste non, pour... non. Par contre, c'est vrai que sur la partie prévoyance et santé, là, on est un petit peu plus en difficulté. On sent que les clients et surtout les réseaux sont restés mobilisés par les opérations de report d'échéance de crédit, de distribution de crédit garanti avec les programmes gouvernementaux. Et donc, on a un temps commercial qui s'est fortement réduit. Et on espère, parce que je pense que ça fait aussi partie des enseignements de cette crise, le besoin émergent des clients de se couvrir plus sur la prévoyance et la santé. On espère qu'en fin d'année, il devrait y avoir un rebond. Très bien, très bien. Donc, pas de sujet particulier sur les retraits d'épargne et c'est plutôt rassurant de l'entendre. Ouais. Younes, un commentaire peut-être là-dessus? Est-ce que vous avez Oui, effectivement, je rejoins Philippe par rapport aux impacts par filière. Effectivement, sur la filière épargne, bon, généralement, quand on analyse les risques de l'épargne, on prend 3 typologies de risques
trois grandes typologies de risques, donc le risque financier, le risque de rachat et le risque de mortalité. Effectivement, là, l'épargne a été impactée un petit peu par son exposition au risque financier, ce qui est tout à fait normal, surtout pour les produits en UC. Bon, il y a eu une certaine décollecte. Moi, je parle du marché de manière générale, en tout cas sur l'épargne, mais pas du tout alarmante. Et puis sur le risque mortalité, il n'y a pas forcément de surmortalité comme on le craignait au départ du Covid, pas du tout. Et après, sur le risque achat, je rejoins aussi Philippe dans le sens où il n'y a pas de rachat massif. Au contraire, sur certains cas, si on lisse par rapport à l'année, ce n'est pas du tout déséquilibrant. Très bien. Alors, Philippe Vial, directeur général de la Maroc Envie, aujourd'hui, après 3 mois de pandémie, beaucoup de nouveautés, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de besoins émerger. Chez vous, dans votre secteur, à votre avis, quels sont les nouveaux besoins des clients après cette crise? Ce dont on aura besoin après et qu'on ne voyait pas maintenant, que ce soit de la part de la clientèle, mais également des compagnies d'assurance? Oui. Alors, si on est centré sur les clients, en fait, je pense que en matière de besoins, d'usage, c'est essentiellement tourné vers la protection et la santé, avec un recentrage autour de la protection de la famille et des revenus. Donc, ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est notre vocation en fait, hein, d'être là dans les moments qui comptent pour protéger la famille de nos clients. De façon corollaire, je pense qu'il y aura une augmentation du taux d'épargne, hein, tout particulièrement dans une optique de préparation de la retraite ou d'absorption des coups durs, parce que là, c'était quand même, on va dire, un sacré coup dur. Euh, euh, un paragraphe entier, j'allais dire, mais probablement qu'il y aura des usages digitaux accrus de façon durable, mais je reste quand même relativement prudent sur ce sujet-là. Et en tous les cas, une demande de plus en plus forte de transparence sur la nature des couvertures des assureurs, confiance entre le client et l'assureur, c'est-à-dire le fait que l'assureur soit un acteur qui soit engagé au niveau sociétal, au-delà de ce qui est écrit dans le contrat d'assurance. En tout cas, c'est comme ça qu'on sent les choses aujourd'hui. Le client va devenir plus regardant. C'est ça, voilà. Et c'est à nous de bien l'accompagner justement dans ces coups durs, ou en tout cas de faire en sorte que la promesse qu'on fait à l'entrée, puisque finalement l'assurance, c'est quand même payer vos prix, mais vous verrez. Ouais. Donc, et là, je crois que c'était un bon test qu'au moment de la crise, on puisse être présent aussi bien sur les aspects techniques hein, que sur les aspects aussi d'accueil, de prise en charge, de service. Je crois qu'au-delà des clauses contractuelles, il y a aussi le service et la qualité dont la personne est accueillie, la rapidité avec laquelle elle est servie, la prise en compte de ses spécificités. Très bien. Ces sujets, vous commencez à les discuter à la Maroc Envie. On prépare déjà l'avenir? On prépare l'avenir de manière très souple, très agile, parce qu'en fait, je fais partie du clan des personnes qui n'ont pas de certitude et qui justement restent, et en COMEX, on est relativement homogène là-dessus, restent ouvertes hein, et agiles sur l'évolution. Et une façon d'être ouvert et agile, c'est à la fois d'avoir des bonnes réserves financières, ça sert quand même pour investir, mais aussi d'être très proche des clients et tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans, à la fois de se recentrer sur quelle est notre raison d'être en fait, qu'est-ce qu'on veut être au Maroc, c'est quoi notre valeur ajoutée, à quel moment on va être présent vis-à-vis de nos clients. Donc sur nos stratégies digitales, voilà, tous ces éléments-là, la mise en place aussi d'observatoires, d'observation du client, pardon. C'est-à-dire, par exemple, depuis l'année dernière, on a mis en place des NPS à chaud. Donc, c'est un peu technique, mais c'est tout simplement tous les 15 jours, je vais interroger les clients qui ont utilisé un certain nombre de mes services.
très rapidement, j'ai les retours et on a commencé à rappeler toutes les personnes qu'on appelle des détracteurs, c'est-à-dire qui étaient dans une échelle jusqu'à 10, de 1 à 6. On les rappelle systématiquement tous. Et de ça, on en tire finalement des voies d'amélioration qu'on essaie d'intégrer dans notre prise de décision. Très bien, très bien. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, Younes, vous, dans vos différentes interventions, qu'est-ce que vous préconisez aux compagnies dans cette conduite du changement par rapport aux nouveaux besoins des clients? Oui, Adil, donc question pertinente, bon, qui dépend néanmoins du contexte économique et social et puis des spécificités de chacune des compagnies. Mais je me permettrai d'aborder un peu les principaux leviers. Je pense le premier levier qui est très important, c'est qu'il faut investir, et c'est un enseignement de la crise aussi, sur les talents et compétences, que ce soit en front ou en back. Il faut rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, le principal canal, en tout cas, passe forcément à travers l'humain. Donc, on pourra parler d'une révolution de process, de produits, etc. Il faut absolument accompagner ça par une montée en compétences effectives des sachants métiers, des agents, des conseillers, etc. Alors, deuxième point, bon, évident, mais aussi indispensable, c'est qu'il faut apporter une qualité de service qui soit irréprochable, que ce soit sur les opérations ou sur l'assistance. Et j'entends là par assistance non seulement l'assistance en cas de sinistre, mais également pour le cas de la vie, par exemple, un SAV compétent pour accompagner les clients sur les arbitrages, sur les allocations d'actifs, etc. Donc, après, bon, troisième levier qui s'inscrit plus dans le cœur de métier, on pense que les compagnies d'assurance doivent s'intéresser plus à la rénovation des gammes d'épargne. Il faut profiter de cette crise-là justement pour repenser les gammes d'épargne avec la mise sur le marché de produits d'assurance qui soient évolutifs, justement pour accompagner les projets de vie des clients de manière personnalisée. Je citerai à titre d'exemple des produits qu'on voit apparaître comme des produits avec objectifs programmés, c'est-à-dire qui peuvent permettre une meilleure rentabilité client sous conditions de durée de placement, par exemple, des choses comme ça. Et il faut dans le même sens, justement, enrichir les offres par des services et pour répondre justement à ce que disait Philippe par rapport à l'émergence de nouveaux besoins clients, et en particulier dans le domaine de la retraite. Et puis dernier point, et non des moindres, je pense qu'il faut très rapidement déployer la digitalisation des process, à la fois de gestion, parce que c'est un levier important qui nous permettra à la fois de gagner en productivité sur toutes les tâches de traitement, back-office par exemple, et réduire le risque opérationnel, qui est un vrai sujet en assurance, à travers des mécanismes d'automatisation, de robotisation, etc. Je pense au cas de la santé, on l'a évoqué tout à l'heure, au vu des volumes conséquents justement des dossiers, un processus en RPA, en robotisation des process, avec de l'ossérisation, permet justement des gains de productivité pouvant aller jusqu'à 30%. Après, il faut en parallèle lancer tous les projets structurants qui étaient là avant Covid, mais qui sont toujours d'actualité, comme la refonte du portail client, la revue du parcours client de manière générale, pour que le front justement puisse se concentrer sur son rôle principal qui est la vente et le conseil. Après, il y a toute la partie, mais là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la réglementation, toute la partie de digitalisation de la souscription pour l'assurance vie par exemple. Je pense qu'il faut réfléchir sérieusement, et c'est un enseignement de cette crise, à assouplir les contraintes réglementaires qui ne permettent pas aujourd'hui de souscrire en ligne, ne serait-ce que sur des produits simples. D'ailleurs, pour illustrer le potentiel de ce canal, et je terminerai sur cet exemple, une compagnie d'assurance en Europe qu'on a accompagnée justement, en période pré-Covid, les chiffres montraient que la majorité des ventes des produits étaient avec le canal call center, à peu près 75%, contre 25% en ligne. Aujourd'hui, même si c'est encore tôt pour
pour avoir des chiffres définitifs, on a déjà constaté une augmentation de 10 à 15% des souscriptions en ligne. Donc, on le savait, mais ça nous démontre, encore une fois, que les canaux web et mobiles sont indispensables, justement. On évoquera ce point de la distribution avec Philippe Vial tout à l'heure et on pourra revenir sur ses commentaires parce qu'il y a beaucoup à dire sur la distribution de l'assurance, notamment l'assurance vie par les canaux digitaux. Mais avant, je souhaite qu'on s'intéresse un peu à un point qui nous intéresse particulièrement, nous, sur Bourse News, qui est celui de la rémunération de l'épargne. On le sait, les taux de rémunération de l'épargne, les taux longs sur lesquels sont basés les contrats de rémunération de l'épargne sont de plus en plus bas depuis des années. C'est une tendance durable, les taux baissent. La bourse a connu une période de panique en début d'année, donc les rendements sont bas. On voit que les dividendes, il y a une rétention des dividendes de la part d'acteurs gros et petits pour des raisons diverses, des fois réglementaires. Aujourd'hui, ce sujet, Philippe Vial, comment vous le gérez au sein de la Marocaine Vie? Comment vous le vivez? Et à votre avis, comment faire pour que des compagnies d'assurance puissent assurer, pérenniser le rendement de leur portefeuille dans ces contextes pour le moins difficiles? Écoutez, on était déjà avant la crise dans un environnement de baisse des taux, des taux obligataires. On est passé en dessous de 4% en 2015 déjà. On a eu un petit plateau à 3,5, 3,30. Et puis l'année dernière, on est déjà en moyenne passé à 3. Et là, résolument, on est passé en dessous de 3, même si on est à 2,7, environ 2,7, 2,8, même si il y a quand même des tensions sur le long terme. Mais on espère qui sont relativement passagères, parce que finalement, fondamentalement, si on veut relancer l'économie, il faut quand même qu'il y ait une capacité d'endettement des entreprises avec des taux modérés. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, en tout cas pour le pays. Le corollaire, c'est vrai que quand on est investisseur, c'est d'essayer d'assurer le meilleur taux. Mais tout ça est relatif, je veux dire. Et aujourd'hui, on note quand même que les taux moyens servis dans les contrats, en tout cas sur l'exercice 2019, ont été supérieurs à 3%. Alors, je n'ai pas de statistiques parce que malheureusement, il n'y en a pas, mais on va dire qu'on devait être aux alentours de 3,2, 3,3 à peu près. En tout cas, nous, en moyenne, on a servi 3,2. On était dans un range entre 3 et 3,6 selon les contrats. Voilà. Donc, on est dans un environnement de taux bas. Il faut s'habituer à ça et faire en sorte que les assureurs, en tout cas, permettent, à travers la diversification dont Younes parlait tout à l'heure, de s'adapter finalement à tous les projets et à tous les horizons. Et donc, nous, on pense qu'on a un atout certain dans ce contexte-là, puisqu'en fait, on a été les premiers à développer une gamme de produits en unité de compte on était les seuls d'ailleurs pendant plusieurs années. Alors, on n'est plus tout à fait les seuls, mais on reste quand même, je pense, leader encore sur le marché. Ça nous permet d'avoir accumulé une expérience et de pouvoir aujourd'hui conseiller nos clients, en particulier nos clients de banque privée, sur une base de 16 types d'unités de compte différentes. Donc, une palette très large qui va des plus risqués, parce qu'il y en a plusieurs sur l'action, jusqu'au plus précautionneux, on va dire, sur le monétaire. Et surtout, le plus important dans le contrat UC, c'est que, en fait, justement, il permet de faire des réallocations au cours du temps entre les différents supports, c'est-à-dire que ce soit le support d'IRAM et aussi les différents UC. C'est ça le principal avantage, en plus en franchise de fiscalité. Et donc, ça permet effectivement, comme le disait Younes tout à l'heure, de travailler avec le client à son projet, à son horizon de placement, et de définir finalement un certain nombre d'étapes d'allocation au fil du temps. Très bien. Alors, justement, avant qu'on continue sur ce point-là, sur les unités de compte, deux choses. Premièrement, on a remarqué que les encours des contrats en unités de compte ont augmenté d'une manière très sensible cette année. On est vraiment sur des hausses importantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a ça? Est-ce que dans le contexte actuel, il vaut mieux investir dans ce type de contrat ou rester sur des contrats d'IRAM?
Et puis, avant de répondre à cette question, peut-être parce qu'il y a des participants parmi nous qui ne connaissent pas vraiment le monde de l'assurance ou qui s'y intéressent, il y a aussi des épargnants, je le sais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans des termes très simples ce que c'est qu'un contrat en unité de compte par rapport à un contrat en dirham classique? Bien sûr. Alors, le contrat, alors en fait, je parlerai plutôt de contrat multi-support. Parce qu'en D'accord. fait, dans nos contrats, on a à la fois un compartiment DIRAM et des compartiments unités de compte. Donc, le contrat multi-support, en fait, il permet justement de faire varier son allocation et donc ses risques au fil du temps. Donc, bon, faut garder en mémoire qu'un contrat d'assurance épargne, c'est quand même un investissement à long terme. Donc, pour être intéressant, le client doit être prêt, on va dire, à geler son épargne, même s'il a la possibilité de sortir, hein, mais geler son épargne pendant au moins 8 ans. Donc, 8 ans, c'est long. Et on peut définir avec le client une stratégie qui va faire en sorte que il va pouvoir réallouer au fur et à mesure son allocation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par allocation? En fait, c'est presque l'équivalent de ce que vous pouvez faire en tant que client avec votre conseiller de clientèle en banque, où vous allez lui dire, ben voilà, je voudrais une allocation prudente à 70% sur des obligations, mais je veux prendre un peu de risque sur des titres, sur des actions. Et puis, je veux aussi un peu diversifier et je vous laisse gérer dans ce portefeuille diversifié un peu votre allocation au fil du temps. C'est la même chose. C'est comme si le client investissait dans des OPCVM, Mhm. mais dans une série d'OPCVM, en fait, qui sont à l'intérieur du contrat d'assurance. Et en plus des OPCVM, il a aussi le contrat en dirham. Mhm. Donc voilà un peu l'architecture globale du contrat multi-support. Donc, il immobilise ses fonds, mais en réalité, tout est dynamique à l'intérieur pendant, par exemple, les 8 ans, s'il reste pendant 8 ans, et donc il capte toutes les tendances potentielles sur les marchés. Exactement. Donc pour info, par exemple, sur nos 16 supports différents, en 4 classes, hein, actions diversifiées obligataires monétaires, qui sont distribuées à la fois par Société Générale Maroc, mais aussi CFG Bank. L'année dernière, on était sur des rendements entre 2,1 pour le plus faible, donc c'est le monétaire, et 14,8 pour l'UC la plus agressive en matière d'actions. Voilà. Alors que sur le dirham, sur VMS Premium, on a servi 3,6. Très Vous bien. voyez, ça permet. Alors, bien entendu, le passé n'est jamais prédictif de l'avenir, hein, Ouais, ouais. mais en tout cas, ce qui est clair et la tendance depuis des dizaines d'années, c'est que la première question à se poser, c'est quel est votre horizon de placement? Quel est votre horizon de placement? À combien de temps vous voulez placer? Et plus l'horizon est long, plus vous pouvez prendre des risques. Et le meilleur placement qui existe dans le monde, hein, sur des horizons longs, c'est l'action. Très bien. Le débat s'est posé en Europe, un peu moins chez nous, parce qu'en Europe, les taux passent en négatif. Donc, les contrats en euros, l'équivalent des contrats en dirham aujourd'hui chez nous, sont des contrats qui sont un peu prohibés, délaissés, parce que voilà, ça ne rapporte plus rien, les taux sont négatifs. Aujourd'hui, pour vous, dans le contexte actuel marocain, est-ce qu'il faut plus aller vers des contrats en unité de compte ou rester sur des contrats en dirham classique? Là, je dirais les deux. C'est l'intérêt du contrat multi-support, justement. C'est qu'il permet, dans une même enveloppe contractuelle et fiscale, dans les temps durs, de rapatrier une grosse partie de son épargne sur le dirham. Voilà, qui va pas, on est en tendance de taux bas, donc qui ne va pas rapporter grand-chose, mais qui va limiter les risques sur l'actif, hein. Et après, de réinvestir au bon moment sur des supports plus agressifs. Donc, je pense que c'est vraiment l'avenir. Alors, pour répondre à votre première question sur l'évolution de la production unité de compte, ben, en fait, je peux difficilement répondre parce que dans les états réglementaires aujourd'hui, tout ce qui est sur la ligne contrat capital variable comprend justement à la fois le compartiment DIRAM et les compartiments UC. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une augmentation forte. Bon, en même temps, il faut être prudent parce que c'est sur un trimestre et on ne sait pas trop voilà, de quoi ça fait l'avenir. Et puis parfois, il y a des gros mouvements liés à des contrats, on va dire, d'importance significative. Ça reste quand même très limité. Grosso modo, c'est 8% de la collecte au premier trimestre, hein. Donc, on n'est pas non plus sur des choses qui pèsent lourd. Par contre, à la Marocaine Vie, aujourd'hui,
enfin l'année dernière plus exactement, parce qu'aujourd'hui c'est un peu tôt pour tirer des traits, mais ça représentait quand même 18% de notre collecte d'épargne patrimoniale, les UC uniquement, hein. Je ne parle pas des multisupports, mais uniquement la partie UC. Et notre cible, c'est d'être aux environs de 20 à 30%. Très bien, 20-30%, on note ça. Alors, on revient à ce fameux point de la distribution, alors qu'on commence à avoir des questions d'internautes, mais on va commencer à les poser dans quelques minutes. Sur la distribution en matière digitale, c'est-à-dire en passant par les canaux digitaux. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet parce que la réglementation bloque un peu cette distribution par les moyens digitaux. Pour vous, quel est votre commentaire, Philippe Vial? Est-ce qu'un jour, on va avoir ce type de distribution? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que vous souhaitez qu'on aille vers ça? Est-ce que les compagnies ont plus intérêt à ce qu'on reste sur la distribution actuelle ou placer le curseur dans tout ça? Bah, je pense qu'il faut qu'on y aille. Mais alors, par distribution, vous entendez vraiment la vente, la La vente, souscription. tout à fait. C'est ça. Bah, je pense que le marché et les clients sont mûrs pour des produits relativement simples, plutôt des produits, j'allais dire, de prévoyance individuelle. Donc, avec des tickets d'entrée relativement modérés, mais qui peuvent faire face avec lesquels ils pourront faire face à des coups durs. Hein, voilà, donc on a une gamme pour garantir, par exemple, la maladie accidentelle, pour garantir les accidents, justement, les décès, etc. Donc ça, je pense que le marché, en tout cas les clients sont mûrs. Pour l'épargne, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme je le disais tout à l'heure, ça nécessite vraiment un vrai dialogue entre le conseiller et le client. Et il ne faut pas se tromper, ça nécessite déjà d'avoir, j'allais dire, des conseillers qui soient vraiment bien formés. Donc le vrai sujet dans la distribution, ça va être la qualité du conseil. Et peut-être qu'à terme, on ira effectivement, comme dans certains pays, sur de la souscription directe. Moi, je crois plus à la montée en gamme, à la deuxième ou la troisième souscription. Là, oui. Mais pour un primo-accédant, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est du point de vue besoin client. Après, effectivement, vous avez eu raison de le noter. Pas aussi bien Adib que Younes, il y a le sujet de la réglementation. Et en particulier en matière d'épargne, elle est de plus en plus lourde puisque en fait, elle couvre, pour des bonnes raisons, hein, elle couvre plusieurs sujets, plusieurs risques. Le premier, c'est la protection du consommateur, donc l'utilisation de ses données, la non-intrusion. Le deuxième, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et le troisième, c'est les échanges de données en matière de fiscalité entre les États et les administrations. Donc là, je ne veux pas faire les Cassandres, mais je ne pense pas que les choses vont s'alléger dans les années qui viennent. Ouais. Et donc, ça requiert finalement un questionnement du client qui peut parfois paraître intrusif de son point de vue, mais qui est nécessaire pour recueillir un certain nombre de données. Et ça va être quand même aussi un frein en matière de digital. Et il y a un dernier point qui est le frein qui est dans la réglementation, c'est l'authentification du client. Et aujourd'hui, on ne s'est pas entendu encore sur la place sur un standard en matière d'authentification certaine du client. D'ailleurs, il faut rappeler que la circulaire de la CAPS sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme date de fin 2019. Donc, la réglementation vient de se corser sur ce point de vue-là. C'est ça, et on est un peu sous surveillance du GAFI. Donc, GAFI, c'est un groupe d'intervention financière internationale, hein, dont on a eu l'honneur d'avoir la visite, et donc qui s'intéresse de près à toute la chaîne, que ce soit la partie législative, contrôle du régulateur et même comportement des opérateurs. Donc oui, il faut le dire, nous sommes surveillés comme tous les autres pays, hein, pas plus particulièrement plus que d'autres. Très bien. Une dernière intervention de la part de Younes avant de passer aux questions des participants. Alors, pour vous en avez parlé tout à l'heure, mais quels sont vous avez parlé tout à l'heure de la piste digitale en particulier, mais si on regarde d'un point de vue un peu plus large, quelles sont les pistes d'innovation qui s'offrent au secteur des assurances? Et je ferai peut-être aussi tout à l'heure donner la parole à Philippe Vial pour nous en dire un mot s'il a des idées là-dessus, mais quelles sont les pistes majeures d'innovation actuellement dans l'assurance vie?
Merci Adil pour cette question, parce qu'effectivement, enfin, ça pourra compléter ce que disait Philippe par rapport aux freins aujourd'hui de la réglementation, non seulement sur la partie souscription, sur la partie signature électronique notamment. Et du coup, la problématique aujourd'hui qui consiste à repenser le modèle de l'assurance vie qui était déjà sur la table en pré-Covid, mais qui l'est davantage avec le contexte actuel, est toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette dans une posture où on se dit pourquoi pas repenser le modèle. Et du coup, l'innovation a toute sa place, car elle est plus que nécessaire. Dans ce cas, elle est même indispensable, je dirais. Alors, quelques pistes peut-être. Je pense déjà qu'il faut innover sur les produits et offres. Comme disait Philippe tout à l'heure, l'accompagnement, le conseil est très important sur la partie allocation, en service après-vente, notamment durant la vie du contrat épargne notamment. On peut aller plus loin et puis proposer peut-être sur les produits ce qu'on appelle des mandats de gestion, carrément, qui pourraient, en gros, on ferait de la gestion privée pour le grand public. C'est-à-dire qu'on pourra apporter à une clientèle qui serait plus large des produits et des options dont seule la clientèle patrimoniale bénéficiait jusque-là. Ça permettra justement de renouveler la gamme produits avec des produits peut-être simples et accessibles à tous, et peut-être d'attirer une clientèle qui disposerait de capitaux intéressants et qui hésite à sauter le pas par méconnaissance ou par appréhension des OPCVM, obligations, actions, etc. Deuxième point, je pense, par rapport à ta question sur l'innovation, je pense qu'on peut innover d'ores et déjà en attendant le digital, le vrai digital, sur l'approche commerciale. L'assurance vie, je pense qu'elle doit tirer du potentiel commercial que recèle le numérique, c'est évident. Et justement, peut-être aller chercher dans les réseaux sociaux, les jeunes, peut-être à des tickets modérés sur l'épargne, qui ne sont pas aujourd'hui intéressés par l'assurance vie. Donc, en attendant justement la vente en ligne, on peut exploiter la présence forte des jeunes sur les réseaux sociaux pour les capter. En clair, il ne faut pas se contenter de digitaliser les activités existantes, parce qu'on est contraint, là aujourd'hui, par la réglementation, mais adopter peut-être une nouvelle stratégie commerciale avec des contrats simples, des conseillers clientèle prêts à devenir des community managers carrément. Et puis, un dernier point avant de donner la parole à Philippe, peut-être sur la partie innovation. Bon, un point qui s'assimile un peu à la R&D actuarielle, c'est un peu de l'actuariat. On peut justement étudier l'éventualité peut-être de rajouter des garanties de capital pour encourager les investissements en UC, au-delà du fait que ça soit des produits multi-supports, peut-être rajouter des garanties de capital avec des cotisations supplémentaires, etc., des services en plus. Bon, c'est simple à imaginer, mais je pense que c'est un vrai sujet de modélisation de risque et pour les compagnies d'assurance de chercher des réassureurs, etc. Mais ça peut être une piste justement pour lancer concrètement et bien comme il faut les UC au Maroc. Je sais que la Marocaine Vie était précurseur dans le domaine. Et effectivement, pourquoi pas innover pour justement renverser la tendance et encourager la souscription des UC. Philippe Vial, Oui. démocratiser la banque privée, démocratiser les UC, pour vous, est-ce que c'est faisable à court terme au Maroc sur notre marché? Alors, démocratiser les UC, oui, alors ça dépend de quelle cible on parle, mais on a déjà quand même des taux de pénétration qui sont extrêmement faibles sur la clientèle patrimoniale et la clientèle de fortune. Donc, je pense que c'est quand même notre première cible. Maintenant, oui, comme le dit Younes, s'adresser aux jeunes avec des modèles relationnels différents et des contrats simples,
c'est probablement une très bonne piste, que ce soit sur l'épargne ou que ce soit sur la prévoyance, clairement. Je pense aussi qu'il y a une évolution, on va dire, il faut se caler aux évolutions des besoins aussi et des tendances des clients, enfin du public marocain, qui sont quand même très spécifiques. Et je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est vraiment d'avoir un modèle relationnel dynamique, c'est-à-dire d'intégrer autant que faire se peut le client dans nos process. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le NPS à chaud. On commence, on est dans les balbutiements, et je dis ça de manière très modeste. On commence à entendre, écouter de plus en plus nos clients, à les remercier d'ailleurs des suggestions qu'ils nous font. Et il faut qu'on le fasse et que ça soit intégré, y compris dans la conception du produit et dans les ajustements des produits. C'est-à-dire alors si je fais des comparaisons, mais comparaison n'est pas raison, on est encore dans un mouvement au Maroc d'intégration de la conformité dans la conception produit. Je crois qu'il faudrait aussi intégrer le client dans la conception du produit, parce que c'est quand même pour lui qu'on va le faire. Et ce n'est pas qu'un sujet technique, je pense, c'est un sujet de modèle relationnel. Et voire même au-delà comme je le disais tout à l'heure, des garanties, il y a aussi le service. En tout cas, moi, les retours que j'entends le plus de nos clients, ils ont trait au service, en fait, c'est-à-dire à la façon dont on va le servir, par quel canal, comment, à quel moment, la clarté de nos informations, notre réactivité, l'adaptation de nos services, au-delà des clauses contractuelles. Donc ça, je crois que c'est vraiment le plus important. Alors, il y a un enjeu derrière de data, c'est-à-dire que, en particulier, les banques assureurs ont une capacité en fait potentielle, qui n'est pas réelle malheureusement, une capacité potentielle de vision 360 du client, de ses comportements, à travers tous les entretiens qu'il a pu avoir avec son conseiller de clientèle, à travers tous les produits qu'il a pu souscrire, à travers les mouvements de son compte, qui peuvent nous permettre, en d'ailleurs tout respect en fait de la vie privée bien sûr, mais qui peuvent nous permettre d'ajuster nos propositions au bon moment et à la bonne personne. Parce que ce qu'on constate, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est qu'on était jusqu'à présent dans un mouvement de chiffre d'affaires, c'est-à-dire où notre indicateur principal, c'est le chiffre. Mais ce qui est important après tout, parce qu'on est quand même un assureur de long terme, c'est la rétention, c'est-à-dire c'est de fidéliser nos clients. Et si on s'intéresse qu'au chiffre d'affaires et que derrière, vous avez des attritions énormes parce que vous n'avez pas vendu le bon produit au bon client au bon moment, vous avez perdu la bataille parce que vous avez dépensé des sous, de l'argent dans votre circuit de distribution, et que vous avez potentiellement fait un mécontent en plus. Très bien, très clair, très clair. Alors, on passe aux questions. J'en ai deux d'abord pour Philippe Vial. Alors, la première, merci pour cette conférence. Si les rachats ne constituent pas un risque avéré en cette période, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, quid de l'évolution des souscriptions et leurs perspectives dans le contexte des incertitudes économiques? Est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus, sur les souscriptions dans le futur proche? Je vais être très modeste. Je vous ai donné des chiffres sur la souscription dans le passé récent. Oui. Mais honnêtement, c'est très difficile de prévenir l'avenir. On est convaincu, que ce soit au Maroc ou que ce soit dans les pays européens, qu'il y a un besoin renforcé de constitution de capital pour les coups durs. Maintenant, la contrainte qui est en face, c'est la capacité d'épargne. Et aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas d'avis clairement sur la capacité d'épargne. Et voilà, il y a aussi à côté de ça un certain nombre de programmes qui avaient été mis en place, qui vont peut-être être décalés dans le temps, par exemple l'amnistie fiscale, etc., qui peuvent aussi ramener de la capacité d'épargne dans le pays, ou en tout cas des déplacements d'épargne. Tous ces facteurs-là vont jouer. Et honnêtement, nous, notre position aujourd'hui, c'est l'agilité, c'est-à-dire d'être vraiment au plus près de nos clients et prêt à les servir sans avoir de tendance lourde. C'est vrai que l'assurance vie et les compagnies comme la vôtre n'ont pas pu profiter cette année de cette fameuse amnistie parce que le contexte est ce qu'il est. Et puis avec cette loi de finances rectificative en juin, peut-être que les délais vont être reportés à la fin de l'année, on le verra. Alors, une deuxième question. Honnêtement jamais vu une compagnie s'exprimer là-dessus. Vous nous direz,
Mais quelqu'un demande quels sont les résultats des tests de solvabilité réalisés par la Maroc Envy dans le cadre des scénarios de la CAPS dans le projet SBR. C'est que vous avez Écoutez, tous échoué. aucune compagnie ne vous a répondu, et pour cause, parce qu'en fait, les paramètres ne sont pas finalisés. Donc, donc c'est une C'est le même question à message laquelle on de ne la peut pas CAPS. répondre. Parce Vous qu'à vrai m'avez- dire, il s'agit toujours d'un projet. En fait, la réglementation n'est pas finalisée. Et donc, du coup, je ne peux pas vous répondre à cette question. Il y a eu un certain nombre de tests desquels on est ressorti, on va dire, voilà, sans besoin fort de recapitalisation, de solvabilité. Dans le contexte actuel, on a aussi fait pour notre conseil d'administration qui était le 26 mars. Donc là, pour le coup, on était vraiment au cœur du sujet. On a fait des stress tests où on a testé à la fois la liquidité, la solvabilité et la rentabilité sur des scénarios vraiment extrêmes qui, heureusement, ne se sont pas produits pour l'instant. Donc, qui manipulait tous les paramètres dont parlait Younes tout à l'heure, c'est-à-dire la sinistralité, les rachats, la collecte. Et on s'en est bien sorti. On a plutôt une bonne capacité de résilience. Il y a quelque chose qui fait mal aujourd'hui, dont on n'a pas parlé là, qui fait très mal aujourd'hui aux assureurs, c'est l'exposition action. Parce qu'on a Ouais. quand même un marché action qui a baissé de 30% au plus bas et qui est aujourd'hui à moins 20%. Donc, fort heureusement, nous, on a une exposition qui est relativement limitée puisqu'on est exposé entre 4,5 et 5% de l'ensemble de notre actif épargne. Mais c'est quand même un sujet qu'il faut surveiller de près. Ouais, effectivement. Une autre question peut-être pour Younes. Une question concernant la robotisation des process. Qu'est-ce qui a freiné ou freine les institutions financières à mettre en place au Maroc cette robotisation? Alors, très bonne question pour la robotisation. Par contre, rien ne freine parce que c'est le cas aujourd'hui. Il y a des banques et des assurances, et surtout des assurances euh, qui, euh, qui mettent en place la robotisation. Alors, surtout aujourd'hui pour les process de traitement back-office, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la RPA, elle est surtout adaptée pour les actes répétitifs. Et justement, en back-office, il y a pas mal d'actes, que ce soit sur les filières, par exemple, santé, ou hors vie, sur la yard, etc. Il y a beaucoup d'actes répétitifs et effectivement, la RPA répond très bien à cette problématique, justement, comme je le disais tout à l'heure, pour gagner en productivité. C'est très important et pour libérer du temps aux agents back-office pour d'autres tâches à meilleure valeur ajoutée. Et puis, surtout, pour le risque opérationnel. Il y a beaucoup de saisies. Des fois, on est sur du scanner, après, c'est de l'imprimer, après, il faut le saisir sur le système d'information, que ce soit sur la partie sinistre ou autre, et sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances qu'on fasse des erreurs. La robotisation permet justement de réduire ce risque opérationnel et de pouvoir justement gagner en productivité. Donc, pour répondre plus précisément à la question, il n'y a pas de frein aujourd'hui. C'est le cas chez plusieurs compagnies, notamment au Maroc. Oui, je peux Très bien. confirmer un petit témoignage. Donc, on a un robot chez nous. Et sur la santé collective que citait Younes tout à l'heure, on est au-delà des 30% en fait en gain de productivité. C'est énorme. Et ouais, tout à fait, ouais. Et donc il y a tout un champ en fait qui est complémentaire au digital, me semble-t-il. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, le digital va se développer probablement plus rapidement que ce qu'on anticipait. Mais entre-temps, il y a aussi, j'allais dire, la digitalisation en interne. Et puis, de toute façon, on a aussi le comportement du consommateur. Alors, tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, des 80% de nos demandes, des demandes de prestations qui sont arrivées par mail. On sent depuis la semaine dernière un certain nombre de clients qui reviennent pour nous donner l'enveloppe.
Donc, ça veut bien dire qu'il y a aussi un comportement du consommateur qu'il faut respecter et qu'on va garder quand même un flux courrier parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent vérifier, parce que c'est une habitude chez eux, que le courrier est bien arrivé, qu'ils l'ont bien déposé, qu'ils ont un accusé de réception et qu'ils vont pouvoir relancer la compagnie. Ouais. Donc, ce papier, va bien falloir le gérer. Et les RPA, effectivement, nous permettent, à travers la reconnaissance de caractère, à travers un certain nombre de choses, de mécaniques, d'automatiser, de gédifier, si je puis dire, et après d'automatiser les traitements. Très bien. Effectivement, comme dit Philippe, le digital ou la RPA, c'est un moyen, ce n'est pas la finalité en soi. Et il faut partir de la voix du client d'abord et après, effectivement, pouvoir digitaliser ce qui doit l'être et ce qui serait efficace de le faire tout en ayant un œil sur l'expérience client. Très bien. Alors, s'il vous plaît, on va enchaîner avec les questions parce qu'elles sont nombreuses et on n'a plus beaucoup de temps. Philippe Vial, je vais vous demander, s'il vous plaît, de rappeler un point parce qu'il y a un spectateur qui a posé une question, vous en avez parlé tout à l'heure, sur les mesures prises pour vos clients pendant cette crise du Covid. Est-ce que vous pouvez nous Oui. rappeler les mesures prises par la Marocaine Vie? Oui, bien sûr, oui. Écoutez, la première mesure, en fait, ça a été déjà d'étendre la couverture santé sur nos contrats individuels aux actes liés au Covid-19. Ensuite, nous avons accompagné les banques et les établissements de crédit qui sont nos partenaires dans leurs opérations de report d'échéance de prêt en faisant des reports de primes assurance emprunteur. Et puis ensuite, nous avons proposé aux clients qui étaient en difficulté de trésorerie de reporter leur prélèvement de primes d'assurance sur tous nos autres contrats, que ce soit santé individuelle, prévoyance individuelle, donc de 3 mois avec maintien de garantie. Voilà, donc ça c'était pour la partie, j'allais dire, mesures sur les contrats et sur les prix, mais après sur le modèle relationnel, c'est tout ce qu'on a dit sur l'installation des boîtes mail, la facilitation, on va dire, du maintien de la relation. Très bien. Il y a une autre question sur les taux bas, mais Philippe Vial y a répondu largement tout à l'heure. Donc, je demanderai aux spectateurs qui ont raté cette partie de revoir la rediffusion qui sera projetée dans quelques jours avec les moments forts de la conférence. Et vous pourrez avoir son commentaire sur le contexte des taux et son impact sur l'assurance vie. La dernière question m'intéresse beaucoup parce qu'elle est intéressante pour le mot de la fin, pour clôturer. Quelle serait l'assurance de demain? Vous nous avez donné un témoignage plutôt rassurant sur les impacts du Covid sur l'assurance vie en particulier, qui est votre spécialité. On a vu que sur plein de sujets, il n'y avait pas de réels impacts forts, en tout cas pour l'immédiat. Il y a peut-être une question de placement financier et surtout sur l'exposition sur les marchés actions qu'il faut surveiller. Donc ça, vous en avez parlé. Vous avez dit que la Marocaine Vie avait plutôt une exposition qui était relativement faible, 4 à 5 de votre épargne. Donc c'est rien par rapport au benchmark sur le marché. Mais donc, après ce discours plutôt rassurant, quelle serait selon vous l'assurance de demain? À quoi elle ressemblerait? Qu'est-ce qu'elle doit apporter de plus aux clients? Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez schématiser? Ce serait un point positif pour clôturer cette conférence. Oui. Alors bon, je voudrais modérer un peu votre propos. On souffre quand même. Je veux dire, c'est pas. on est sorti de notre trajectoire initiale, en particulier en matière de collecte. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un mois d'avril et un mois de mai, comme je disais tout à l'heure, en matière de prévoyance et de santé, qui était vraiment extrêmement faible. Et donc, c'est compliqué. Et on sent aussi pour moi, on n'est pas sorti de la crise. Enfin, soyons clairs. En particulier on a quand même un tissu économique qui est très dégradé et je pense que ça va être compliqué, qu'il faut rester vraiment très souple dans la reprise, ça va être très très compliqué. Voilà. Mais bon, pour finir sur une Voilà. tonalité positive, justement, si on est très optimiste, je pense que le rebond, il viendra justement sur encore une fois, l'augmentation de l'épargne de précaution ou de projets à long terme, de type retraite ou absorption de coûts durs, et sur la couverture santé et la protection. Alors, d'ailleurs, c'est un sujet pays. Enfin, je veux dire, on voit bien que le gouvernement, enfin les autorités s'attellent à ce sujet-là.
ils ont la volonté, par exemple, d'étendre la couverture santé pour les professions indépendantes. C'est une façon d'assurer finalement la pérennité du Maroc et surtout de sa population socialement. Donc, je pense que l'assurance a un mot à dire là-dessus, peut être, comme je le disais tout à l'heure, alors c'est peut-être un peu désincarné à ce stade, mais un acteur plus engagé au niveau sociétal à travers l'évolution de ces offres. Et je pense qu'on a une carte à jouer justement pour permettre que ce soit à nos entreprises ou nos clients particuliers de rebondir le mieux possible en ajustant nos dispositifs de protection et de santé principalement. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Vial. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Maroc Envie. Vous avez accepté de répondre à nos questions et de faire un témoignage sur les impacts du Covid-19 sur l'activité des assurances vie avec le cas Maroc Envie. Donc, je vous en remercie infiniment. Merci à vous. J'étais très, très heureux de participer à ce débat. Merci beaucoup. Je remercie également Younes Araqi Husseini du cabinet FIS Partners qui est co-organisateur de ce webinaire avec Bourse News, qui est le deuxième de notre cycle de webinaires. Et puis pour finir, je remercie tous les participants qui nous ont accompagnés depuis le début, ainsi que ceux qui ont posé leurs questions. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans quelques jours sur un nouveau sujet, toujours sur les incidences du Covid-19 sur les secteurs banque et assurance. Je vous dis au revoir, et merci. Merci Philippe Vial encore une fois. Merci. Au revoir. Merci Adil. Merci Philippe. Au revoir. À bientôt. À bientôt.